Bien, on va parler ce soir de la Guinée-Bissau, du Nigeria, du Bénin et puis du Togo. Je suis pour ce début sur le plateau avec Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir aux éditeurs, aux téléspectateurs et téléspectatrices et tous ceux qui suivent New World TV en ce moment. Germain Pouli de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. La Guinée-Bissau, la présidentielle vaille, les membres des forces armées de sécurité bissau-guinéennes ont donné jeudi le coup d'envoi de l'élection présidentielle en votant dans le calme 3 jours après le reste des électeurs de ce pays instable d'Afrique de l'Ouest qui donc vont voter le 24 prochain. Des soldats et des policiers en uniforme faisant la queue pour se rendre dans les isoloirs installés dans la cour de la commission électorale nationale électorale qui concentre les 3 centres de vote de la capitale Bissau placés sous surveillance policière. Ces élections, il faut le dire, interviennent dans un contexte de véritable tension entre le président José Mario Vache et son premier ministre qu'il a limogé avant de le remettre en selle sous la pression de la CEDEAO. Est-ce que, Ibrahim Acha, vous pensez que ces jours qui restent, c'est vrai que les forces de défense et de sécurité ont voté plus ou moins dans l'ordre, les jours qui restent et qui nous séparent de la véritable et grande élection du 24, ça va être des jours tendus? Non, je pense que la campagne bat déjà son plein et vous savez, aujourd'hui, vous venez de le rappeler, les forces de sécurité ont voté et les premières informations qui nous sont parvenues font état de ce que le vote s'est déroulé dans le calme. Et donc, déjà, c'est le signal que les élections vont se tenir. Mais il faut dire que les 12 candidats, chacun de son côté, essaie de procéder au réglage qu'il faut et voir éventuellement comment ratisser large le jour du scrutin. Et tout porte à croire que les Bissau-Guinéens sont décidés à aller à ces élections. Mais étant donné que pour le moment, on ne voit que 2 figures qui se détachent, on verra comment les choses vont se passer le dimanche et éventuellement apprécier le comportement des Bissau-Guinéens par rapport à ces élections. Vous pensez que c'est des élections qui vont pouvoir se dérouler dans le calme, avec tout ce qu'on a vu comme tension dans le pays ces derniers jours? Oui, c'est vrai qu'avec la nomination entre-temps d'un nouveau Premier ministre, on sent que le président sortant voulait contrôler tout le processus électoral. Il a été rappelé à l'ordre aussi bien par l'ONU et l'Union africaine, qui ont donné mandat ou qui ont renforcé la CEDEAO dans son mandat pour gérer cette crise-là. Et donc, la communauté internationale a su donc réhabiliter ce Premier ministre. Et je pense que ça a été un signe d'apaisement. Donc, qui, à mon avis, désamorce un peu la crise qui pouvait survenir à l'issue de cette élection. Maintenant, il y a ce vote par anticipation des forces armées. Il n'y a pas trop d'enjeux. Généralement, c'est un vote qui se passe bien dans la plupart des pays. C'est un jour de vote qui n'est pas trop remarquable. Comme passer dans les villes, dans les villages, c'est beaucoup plus au niveau des forces de sécurité. Maintenant, on attend le dimanche pour voir si le scrutin va se dérouler dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, je crois qu'il y a des garde-fous qui ont été mis en place par la CEDEAO. Il y a cette force-là de la CEDEAO qui a été envoyée. Il y a avant-hier aussi ces 4 chefs d'état-major, dont le chef d'état-major du Togo, celui du Sénégal, du Niger et du Nigeria, qui étaient là. Et il y a toute cette pression-là qui fait que la plupart des acteurs ont tout intérêt à maintenir le climat apaisé qui est nécessaire pour le bon déroulement de ce scrutin. Mais il faut attendre dimanche et espérer qu'il n'y aura pas d'incident pour après conclure. Alors, on se rappelle déjà que lors de la présidentielle de juin dernier,
c'était quand même la CEDEAO qui avait piloté cela. Et je parle des législatives, pardon. Et ces législatives devaient être un moyen pour le pays de sortir de la crise, mais ça l'a davantage replongé. La présidentielle, est-ce que ça va régler les problèmes? Bon, mais vous savez, le vrai problème au niveau de la Guinée-Bissau, c'est le problème de pauvreté et les groupes de narcotrafiquants qui sévissent dans le pays. Et il faut dire que ce président a eu de la chance parce que habituellement, ce qui se passe en Guinée-Bissau sont des coups d'État et ça ne se termine pas des effusions de sang. Mais celui-ci, c'est le premier président qui arrive à terminer son mandat. Et l'enjeu, tout ce qu'il brandit lors de sa campagne, c'est de tout faire pour que la sécurité règne dans le pays et au-delà de tout, essayer de voir les perspectives en matière de développement et en matière de l'emploi et de la lutte contre la précarité dans le pays. Bon, ce sont des discours qui plaisent beaucoup, mais au-delà de tout, il ne faut pas ignorer que la crise qui sévissait dans le pays et surtout que l'actuel président a été éjecté du principal parti de l'opposition qui, heureusement aussi, contrôle l'Assemblée nationale parce que lors de ces législatives, c'est ce parti qui s'en est sorti avec un nombre important de députés. Donc on se dit que la tension est toujours là, mais avec un peu de recul, je me dis que tous les acteurs politiques, bien évidemment, au niveau de la Guinée-Bissau, voudraient faire un effort nécessaire pour que la Guinée-Bissau quitte cette zone de turbulence et voir comment entrevoir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et donc c'est au fait l'enjeu actuellement et tout porte à croire que avec l'intervention de la CEDEAO et tout ça là, les gens vont se raviser et chercher à être dans les rangs parce que il y a eu par le passé des sanctions qui ont été prises par la CEDEAO contre des autorités bissau-guinéennes. Donc avec les mesures qui sont prises actuellement, aucun acteur ne voudrait aller à l'encontre parce que il se peut que la CEDEAO réagisse et surtout que les chefs d'État-major sont allés là-bas, comme le rappelait Germain Pouli. C'est dire que la pression est énorme et que tout sera fait de telle sorte que les acteurs, surtout ceux qu'on appelle les crisologues là, revoient leur position pour ne pas faire basculer le pays. Germain, vous pensez que ça va régler la présidentielle, quelle que soit l'issue d'ailleurs? Bon, régler le problème, ça va être compliqué parce que il y a des acteurs incontournables donc de cette crise-là qui sont là, qui sont renversés, mais qui réapparaissent au moment des élections et qui gardent toujours une grande influence sur des portions de cette population-là. Et dans un pays où il y a déjà plus de 4 pushs, plus de 16 tentatives de coup d'État et des renversements, des changements de régime et de gouvernement, on ne compte plus. Ce n'est pas dit que cette élection-là va régler définitivement le problème. Mais il y a eu un premier exercice qui est réussi, nous en parlions tout à l'heure, c'est déjà que le président Vaz a fini son mandat déjà en juin passé. Il est resté à la tête du pays pour aller jusqu'à la fin de cette élection. On peut déjà saluer cela. Maintenant, est-ce qu'il va remporter cette élection? S'il la remporte, est-ce que ce sera de manière transparente? Est-ce qu'il va perdre cette élection? Et s'il la perd, qu'est-ce qui va arriver après tout ce qu'il y a eu comme crise qui a conduit à son exclusion de son parti et il se présente comme un indépendant contre donc, ses anciens partenaires et tout cela. Ce n'est pas exclu que si demain il n'est plus au pouvoir, qu'il y ait une petite sorcière et des règlements de compte qui peuvent créer une autre situation et ramener le pays en arrière. On espère bien que tout ça, ce n'est que dans notre imagination, que le scrutin se déroulera bien et que ce qu'on a observé avec ce premier président qui finit son mandat, là, se poursuive avec le nouveau président, que ce soit le sortant qui soit reconduit ou que ce soit un autre.
et que celui-là aussi finisse son mandat et que définitivement ce pays-là renoue avec la voie démocratique de prise de pouvoir. On a évoqué la CEDEAO qui est très présente dans ce scrutin. Il y a les COMIB, la force de sécurité de la CEDEAO qui est là. Est-ce que c'est des pressions sur ces hommes politiques pour que l'issue des élections soit acceptée de tous? Oui, cela fait partie des prérogatives au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO voudrait que les élections se déroulent dans le calme et surtout dans la transparence. Mais au-delà de tout, la CEDEAO est consciente que ce sont habituellement les élections qui entraînent des problèmes tout ce que nous avons eu comme crise dans certains pays, c'est à l'issue des élections. Donc, il faudrait en amont mettre des garde-fous, faire de telle sorte que les élections se déroulent dans la transparence. Donc, c'est ce rôle de prévention de crise que la CEDEAO est en train de jouer là-bas, et les forces qui sont là-bas actuellement, vous parlez de l'ECOMIB, c'est juste pour étouffer les velléités de certaines, en tout cas, autorités militaires qui sont très influentes dans le débat politique là-bas, de ne pas troubler le processus enclenché sous la supervision de la CEDEAO. Donc, c'est vrai, il y aura des tentatives quand même de troubler un peu la situation, surtout que le président sortant se dit toujours confiant et que l'issue lui sera favorable. Et donc, c'est à craindre aussi qu'il puisse aussi à un moment donné vouloir passer par des moyens pas très catholiques pour pouvoir s'imposer et sortir victorieux de ces élections. Mais tout compte fait, c'est la pression de la communauté internationale, la CEDEAO, l'ONU, et par ricochet, disons, l'Union africaine fera de telle sorte qu'il n'y aurait pas trop en tout cas, d'escalade. Et aussi, si les observateurs jouaient un franc jeu et que procédaient aussi à une observation assez efficiente, je me dis que ça pourrait dissuader toute tentative de vouloir remettre en cause le processus qui est enclenché. On doit considérer que le scrutin, la présidentielle de la Guinée-Bissau est certifié par la CEDEAO? Oui, est en train d'être certifié. Je pense que la CEDEAO a de la crédibilité. Après ce qui s'est passé en Gambie avec Yaya Jammeh, et on ne croyait pas qu'une communauté sous-régionale comme la CEDEAO puisse régler ce problème-là. En même temps, c'est avec les tout petits pays. Oui, c'est vrai. La Guinée-Bissau, c'est 2 millions d'habitants, c'est vrai. Mais il y a eu quand même ce succès-là qui fait que l'ONU a voulu totalement se reposer sur la CEDEAO en ce qui concerne la situation en Guinée-Bissau, et la CEDEAO est déterminée, quand bien même il y a une forte présence militaire de la CEDEAO considérée comme une invasion par une partie mais on sent qu'il y a des bouchées doubles qui sont mises, un peu comme en Gambie où les armées sénégalaises et tout ça étaient prêtes quand même à attaquer pour demander à Jammeh de quitter. Donc nous allons un peu dans un tel schéma où il y a une pression qui est à la fois politique, diplomatique et militaire de la CEDEAO pour faire respecter l'issue de l'élection, donc les résultats. Et si tout se déroule comme cela se dessine actuellement, on pourra dire que la CEDEAO est en train d'être un bon exemple en matière de communauté sous-régionale qui a dépassé aujourd'hui le simple cercle des relations économiques, donc pour être beaucoup plus politique et s'occuper du bien-être démocratique dans ces pays membres. Je suis confiant, je pense que les choses vont se faire, et vous l'avez dit, dans les petits pays, c'est beaucoup plus maîtrisable. Même s'il faut reconnaître qu'en Guinée-Bissau, c'est assez complexe comme situation, avec tout cette histoire qui est brève, parce que le pays est indépendant il n'y a pas très longtemps, mais il y a eu beaucoup d'intensité en termes de changement de régime, en termes de bouleversement politique. Je pense qu'il faut être optimiste. Il y a quand même un président qui, pour la première fois, finit son mandat. Espérons, s'il est reconduit, qu'on le laisse finir, s'il y a un autre lien.
qu'on le laisse aussi finir. Je pense que la CEDEAO aujourd'hui met les bouchées doubles pour arriver à cette solution. En tout cas, il y aura crise si, par exemple, José Mario Vaz ne gagnait pas. Bon, on peut être tenté de le croire parce que José Mario Vaz fait figure de favori, surtout lors de ses campagnes. Et surtout, il met en exergue le fait qu'il ait pu maîtriser le trafic de la drogue, parce que vous savez que la Guinée-Bissau est devenue presque une plaque tournante, et quand la drogue quitte l'Amérique latine, ça transite par la Guinée-Bissau avant d'aller en Europe. Donc il a pu, d'une manière ou d'une autre, avec l'appui de certains partenaires, contenir ces réseaux-là, et ça fait que le pays a retrouvé un semblable de stabilité. Donc il met toujours cela en exergue et promet même aller au-delà de cette lutte contre les trafiquants, d'aller vers une certaine prospérité du pays, c'est-à-dire qu'il va agir sur le développement, travailler sur la question de la prospérité et amener les citoyens vraiment à trouver aussi leur compte dans la gestion du pays. Donc voilà je peux dire que des éléments qui militent en sa faveur, mais les gens restent toujours méfiants, et surtout que dans ce pays, il y a de ces réseaux. Il ne faut pas perdre de vue ces réseaux, que ce soit au niveau de la drogue ou bien dans certaines, je vais dire, activités criminelles que des personnes haut gradées de ce pays, auxquelles des personnes haut gradées de ce pays se livrent. Il y a aussi des velléités aussi de voir dans quelle mesure créer une certaine instabilité là-bas pour faire prospérer ces activités criminelles. Donc c'est vraiment une zone où il y a beaucoup d'intérêts en jeu. La CEDEAO a vite compris, et surtout l'ONU, qui ne voudrait pas qu'il y ait ces problèmes de trafic intense de drogue là-bas, donc qui agit aussi en appui à la CEDEAO pour que les choses n'aillent pas dans une situation assez déplorable. Donc avec toutes ces pressions, on se dit que même si Mario Vaz ne gagnait pas, il y aura quand même cette communauté internationale entre griffes qui va faire de telle sorte que le verdict des urnes soit respecté. Nous allons dire un mot rapidement sur le second sujet, c'est le Nigeria. On va évoquer la fermeture des frontières qui pourrait se prolonger jusqu'en fin janvier. En tout cas, cela fait 3 mois que le Nigeria a décidé de fermer ses frontières, invoquant une mesure pour lutter contre le trafic et la contrebande. Une situation qui a un impact en particulier sur les économies des pays voisins, notamment le Bénin et le Niger. Des échanges diplomatiques ont régulièrement lieu depuis plusieurs semaines pour mettre fin à la fermeture de ces frontières qui représentent un manque à gagner important donc pour les voisins. La semaine dernière, le ministre nigérien des Finances estimait la baisse des recettes à environ 40 milliards de francs CFA, mais le Nigeria ne compte pas lâcher du lest, en tout cas pas de sitôt. Germain Pouli, le Bénin est intervenu, le Niger est intervenu, le Tchad dans une moindre mesure en souffre également, mais le Nigeria persiste et signe. Oui, le Nigeria persiste et signe. Le Nigeria, c'est pas n'importe qui. C'est au-delà d'être la plus grande puissance. On parlait de petit pays tout à l'heure. C'est là où on voulait voir vraiment l'impact de la CEDEAO. La CEDEAO. Mais c'est au-delà de la CEDEAO, c'est le plus puissant pays économiquement parlant en Afrique. Et c'est un pays qui arrive à se faire respecter, surtout sur le plan économique. C'est l'un des seuls pays africains, ou le seul pays africain dont la monnaie est acceptée à l'étranger comme monnaie d'échange, notamment en Chine, où il faut venir avec des dollars, mais où on accepte le naira nigérien. C'est le seul pays aussi qui, lorsqu'on a parlé de ce marché de libre-échange africain, a beaucoup hésité à vendre parce qu'il a déjà en son sein une population qui est une grande richesse en termes de production et surtout en termes de consommation. Et donc qui aujourd'hui prend des décisions. C'est vrai qu'on est à l'heure du panafricanisme, à l'heure de l'unité africaine, mais le Nigeria pense beaucoup plus à sa population, en tout cas les dirigeants pensent.
à leur population avant celle de l'Afrique en général. Et donc, ces organisations, qu'elles soient sous-régionales comme la CEDEAO, un peu plus étendues comme l'Union africaine, n'arrivent pas toujours à faire fléchir le Nigeria quand les intérêts des habitants ou des entreprises nigérianes sont en danger. Et donc, c'est à cela qu'on assiste. Et le 8 novembre dernier, quand il s'agissait, on en parlait tout à l'heure, de se réunir pour parler de la Guinée-Bissau, le président de la CEDEAO en a profité aussi pour parler du Nigeria, de la fermeture des frontières. C'est que le pays le plus directement touché, on a cité le Tchad en plus du Niger et du Bénin. Même nous aussi, on commence par être un peu touché. Pas autant que le pays qui partage directement les frontières avec le Nigeria, mais nous sommes tous touchés. Et surtout que nos pays sont dans une optique d'intégration effective, de libre circulation des biens et des services. Aujourd'hui, tout le monde pointe du doigt le Nigeria, mais en même temps, il faut reconnaître que les autorités prennent ces décisions sur la base des faits qui sont concrets, réels et qui n'arrangent pas, qui étouffent un peu l'économie donc, du Nigeria. Qu'est-ce qui peut être fait de concert avec tous ces pays-là directement touchés? Je pense que le Nigeria a quand même tendu la main avec ces réunions dont vous parlez tout à l'heure et qui ont décidé donc, de revoir un peu comment les échanges peuvent reprendre et surtout de s'organiser pour lutter ensemble donc, contre les auteurs de ce trafic-là, de cette contrebande. Donc le Nigeria se donne encore du temps. On espère que fin janvier, ils ne vont pas encore demander du temps parce que là, ça va être trop chaud. Mais je crois que le Nigeria fait un peu comme les États-Unis. L'Amérique d'abord, le Nigeria d'abord, même si on est dans un monde où l'Afrique cherche quand même à parler d'une seule voix, à se faciliter la tâche. Je pense qu'en même temps qu'on accuse ce grand pays-là, il faut aussi comprendre que tous ces trafics-là et cette contrebande-là ne sont pas bonnes pour la santé économique du Nigeria. Oui, mais là, c'était quand même une décision unilatérale. S'il y a une situation, le Nigeria a évoqué la contrebande, mais ça pouvait être discuté avec les voisins, essayer d'abord de trouver des solutions. Non, il faut dire que cette décision a été prise à la suite de plusieurs alertes. Le Nigeria a eu, de par le passé, a évoqué cette question de contrebande avec son voisin, le Bénin, surtout avec la contrebande des voitures d'occasion, puisque le Nigeria a un seuil par rapport au nombre d'années de mise en circulation des véhicules avant que cela n'entre sur le territoire nigérien. Donc, il y a un trafic qui est installé comme ça, dont on vient prendre les voitures d'occasion dans les pays, même jusqu'à ici au Togo, et qu'on amène vers le Nigeria. Et le Nigeria estime que ça ne va pas avec sa politique environnementale et surtout aussi avec tout ce qu'ils ont imprimé comme rigueur dans la gestion du pays. Il y a aussi le problème du riz. Vous savez que le Nigeria, avec près de 200 millions d'habitants, mise beaucoup sur l'agriculture pour trouver de l'emploi à sa population et surtout à la jeunesse qui, vous savez, il y a une pression démographique au Bénin, au Nigeria. Donc cela fait que les gouvernants subissent les effets de toutes ces pressions-là. Donc voudraient aussi trouver des solutions à la jeunesse. Et donc ils ont misé sur l'agriculture, mais il se passe que les riz importés qui viennent sur le territoire nigérien n'arrivent pas à amener une forte croissance en matière de développement agricole au niveau du Nigeria. Voilà tous ces facteurs-là qui amènent le Nigeria à fermer ses frontières et pouvoir aller vers une mesure de protectionnisme et contrôler vraiment l'économie du pays, le côté aussi sécuritaire avec le terrorisme et tout ça là. Et le Nigeria se dit que autant fermer les frontières et avoir le contrôle de tout ce qui est à l'intérieur. C'est vrai que c'est une décision qui a été prise un mois même après avoir conclu ce traité de libre-échange, ce qui est paradoxal parce qu'on ne peut pas comprendre que les chefs d'État se retrouvent et concluent d'aller vers les zones de libre-échange et qu'au lendemain, en même temps, le Nigeria puisse prendre des mesures de protectionnisme et
et protéger son territoire, ne pas vouloir que les produits des autres pays puissent entrer. Vous comprenez que c'est sous l'effet de la pression, comme je le disais, et en dehors de ça aussi, il y a aussi le côté de la baisse des prix des produits pétroliers. Vous savez que tous ces pays qui misaient sur l'exploitation du pétrole pour tenir au point de vue économique dans leur pays, avec la crise au niveau de la baisse des prix des produits pétroliers, ça a aussi affecté durablement les capacités de ces États à pouvoir répondre aux besoins des populations. Donc voilà aussi un autre élément qui rentre en ligne de compte et qui fait que le Nigeria a obligé d'aller vers ces mesures draconiennes. C'est vrai qu'actuellement, il y a des passerelles qui sont engagées et surtout le voisin, le Bénin, qui a donné des signaux à l'État nigérien comme quoi ils vont faire des efforts nécessaires pour contrôler la contrebande et aussi faire un effort nécessaire pour que tout ce que leurs voisins, le Nigeria, craint, ils feront un effort nécessaire pour que cela ne puisse pas continuer. Voilà des signaux qui nous disent que peut-être que jusqu'en janvier, ça va pourra vraiment... Jamais plus rapidement, peut-être en 30 secondes, c'est vrai, on dit le Bénin en souffre beaucoup, le Niger, peut-être le Cameroun, en tout cas les voisins, mais le Nigeria également en souffre. Oui, le Nigeria en souffre. Ibrahim en parlait tout à l'heure, on parlait du riz. Vous savez, le Bénin importe des centaines de... 5e importateur de riz au monde. Oui. Mais les populations béninoises n'absorbent pas tout ce riz-là. Il y a une bonne partie de ce riz-là qui va au Nigeria. Et donc maintenant que ces frontières sont fermées, les Nigérians n'ont pas suffisamment de riz. Parce que c'est vrai, nos pays disent le riz qui vient d'Asie et tout ça, il faut le stopper pour encourager la production locale. Mais en même temps, la production au niveau local dans presque tous les pays africains est incapable de satisfaire la demande des populations. Donc aujourd'hui, les frontières sont fermées, le riz ne vient plus du Bénin par exemple, et donc le Nigérian en souffre. D'accord, on va aller à la pause pour regarder le journal et nous revenons après.